directement et on commence tout de suite. Donc, les gens qui sont arrivés maintenant, je vais les admettre. Donc, voilà. Bon. Voilà, la thermodynamique chimique. Donc, je vais insister sur un point très important. Pourquoi la nécessité de cette science-là en chimie? Donc, si vous vous souvenez très bien que lorsque nous avons entamé les équilibres chimiques, c'est-à-dire les équilibres en général, j'ai dit une remarque que l'équilibre est atteint pour des raisons thermodynamiques, si vous vous souvenez très bien. Bon, mettez dans les commentaires si vous avez cette idée-là, parce que j'ai mentionné ça. Et j'ai dit les réactions chimiques généralement ne sont pas complètes. Il n'y a pas un rendement de 100%. Et nous avons dit qu'une réaction chimique s'évolue à un certain moment, elle stoppe. Donc, et j'ai posé la question, pourquoi la réaction chimique ne peut pas être totale dans la majorité des cas? Et nous avons pris l'exemple des acides faibles, les bases faibles, les réactions de précipitation. Et nous avons dit que la réaction chimique possède dans l'analyse qualitative une constante K. On a appliqué la loi de l'action de masse, si vous vous souvenez très bien. Nous avons dit qu'il y a la constante K qui est déterminée uniquement par la température. Regardons bien, j'utilise le mot température parce que ce sont les termes qui vont être utilisés dans ce cours-là, qui est la thermodynamique. Donc, on va utiliser la température, la pression, le volume, l'énergie. Donc, ce sont des grandeurs qui s'appellent les grandeurs thermodynamiques. Donc, ces grandeurs-là, ce sont la base de cette science-là. Donc, c'est quoi la thermodynamique? Donc, c'est l'étude d'une transformation chimique en basant sur quoi? Sur le transfert énergétique. Entre quoi et quoi? Entre les réactifs qui vont se transformer en produits. Donc, le but de ce cours-là est de comprendre et de répondre à la fin de ce chapitre pourquoi les réactions sont équilibrées, pourquoi les rendements ne sont pas à 100%. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris l'idée ou non? Donc, on va suivre la réaction chimique en analysant tous les échanges énergétiques. Donc, le mot énergie, thermochimique. Thermochimie, thermo indique une chaleur. La chaleur, c'est quoi? C'est une forme énergétique. Donc, dans cette diapositive, j'ai donné l'objectif de ce cours. Donc, l'objectif, comme j'avais dit, c'est de pourquoi un système tend à un équilibre. Dans quel sens la réaction aura lieu? Parce que nous avons dit dans les cours, si vous vous souvenez très bien, qu'une réaction possède normalement deux probabilités, ou bien le sens 1 ou bien le sens 2. Donc, et nous avons dit que la réaction évolue vers le sens 1, si vous voulez, lorsque sa constante K d'équilibre est très élevée. Et bien, cette constante K, elle est liée, bien sûr, à un facteur énergétique. Donc, on va comprendre à travers ce cours-là, à travers ce chapitre-là, quels sont ces différents types énergétiques. On ne va pas s'intéresser, comme j'ai mentionné là, on ne va pas s'intéresser aux paramètres microscopiques, c'est-à-dire, je ne vais pas insister sur les réactifs, leur nature, par exemple, atomique, moléculaire, la distribution, la géométrie, on ne va pas s'intéresser à tout ça. On ne va pas s'intéresser aux mécanismes de transformation, c'est-à-dire, je ne vais pas exiger quelle est la manière ou bien le mécanisme, ou bien le chemin tracé pour arriver au produit. Ça ne nous intéresse pas dans cette science-là.
On ne s'intéresse pas aussi à la durée de cette transformation, c'est-à-dire est-ce que la réaction s'évolue par exemple dans une durée très courte, dans une durée longue. Donc là, ça ne nous intéresse pas dans cette science-là. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, ce sont les paramètres macroscopiques. Macroscopiques, c'est-à-dire quels sont les paramètres qu'on peut les mesurer. Donc, macro, c'est quelque chose qu'on peut la voir, qu'on peut la mesurer. Comme quoi? Comme un volume, comme une pression, comme une température, comme une énergie. Voilà. Donc, tous ces termes-là que je suis en train de les citer s'appellent les grandeurs thermodynamiques ou bien les facteurs thermodynamiques. Regardons comment je vais utiliser ces notions. Parce que ce sont des notions qui sont très utilisées dans cette science-là. Et à base de ces grandeurs, on peut arriver à la fin à l'énergie, parce que l'énergie transférée durant un processus chimique, durant une réaction chimique, elle est liée à ces grandeurs-là. D'où la nécessité de comprendre ces grandeurs-là, qui sont des grandeurs macroscopiques, je refais à dire. Donc, l'état final du système, bien sûr, c'est l'état d'équilibre. Donc, on va répondre à l'état final lorsqu'on discute ces paramètres-là. Donc, cette science-là, qui est la thermodynamique, pour comprendre les différents types énergétiques, on va citer d'abord quelques définitions. Les définitions qui concernent cette science-là. Donc, la première des choses, on va définir notre système. Bon, je pense que le mot système a été vu dans les équilibres aussi. J'ai insisté qu'une réaction chimique peut s'appeler un système. Donc, un système, c'est le siège de l'évolution chimique. C'est le siège de la transformation chimique. C'est quoi? Ce sont des réactifs, tout simplement. Donc, les réactifs se transforment en produits. L'ensemble des réactifs plus les produits s'appelle dans la thermodynamique un système. Donc, et tout ce qui est lié au système, c'est-à-dire l'environnement, s'appelle le milieu externe. Donc, dans la thermodynamique, on définit un système qui est la réaction chimique tout court, plus le milieu extérieur. L'ensemble de systèmes plus le milieu extérieur va vous donner ce qu'on appelle l'univers. Et là, on s'intéresse à l'échange énergétique entre le système et le milieu externe. Ça, c'est très important. Donc, tant que cette science-là est basée sur l'énergie et le transfert, donc quelle est cette énergie-là? Donc, si on va vous donner la définition de l'énergie, donc l'énergie, c'est un mot général. Mais on peut citer différents types de synergie. Donc, on peut dire que l'énergie, elle peut se trouver sous plusieurs formes. Une énergie cinétique, comme j'ai mentionné ici, une énergie potentielle, une énergie chimique. Mais en réalité, la définition exacte de l'énergie, c'est la capacité de réaliser ou bien d'effectuer un travail. Regardons qu'est-ce que j'ai mis ici. Je mets deux termes pour caractériser une énergie. Ou bien, c'est un travail, bon, j'ai mis ici en rouge, le travail ou bien la chaleur. Nous, en chimie, ce qui nous intéresse, parce qu'attention, la thermodynamique, ce n'est pas uniquement appliqué à la chimie, elle est appliquée pour tout système. Un système physique, un système réactionnel chimique, donc n'importe quelle transformation, durant le processus, il y a échange d'un travail ou bien d'une chaleur. Donc, nous, en chimie, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la chaleur. Bon, parce que je vais détailler que le travail est dû généralement à des forces mécanistiques. Bon, vous connaissez très bien qu'un travail égale force fois distance. Donc, nous, on travaille avec des réactifs, des produits, des liaisons chimiques. Donc là,
si vous voulez, l'énergie est exprimée par une chaleur. Donc, on va voir bien sûr une relation entre le travail et la chaleur, mais mettez dans la tête que lorsqu'on parle d'une énergie, on vise ou bien un travail ou bien une chaleur. Le travail, on va le symboliser par W et la chaleur, on va la symboliser par Q. Je pense que la chaleur Q a été entamée un jour, toujours dans le cours des équilibres chimiques, si vous vous souvenez très bien. On a mis une réaction et j'ai dit que la détermination de une énergie dite de Van Hoff, si vous vous souvenez très bien dans votre tête, que nous avons mis une équation et j'ai dit entre parenthèses, voir le cours de la thermodynamique. Est-ce que vous vous souvenez bien, s'il vous plaît, vous écrivez dans la partie commentaire cette expression-là parce que j'ai mis, je me souviens très bien que j'ai mis cette expression et j'ai dit qu'on va établir sa formule durant le cours de la thermodynamique. Eh bien, c'est l'occasion. Voilà. Donc, bon, tout le monde connaît que l'unité utilisée pour les énergies sont soit le joule, c'est l'unité internationale, ou bien les calories. Donc, le joule, c'est quoi? C'est le kilogramme mètre carré seconde moins 2. Les calories, vous connaissez qu'une calorie égale 4,18 joules. Bon, si vous voulez voir une définition très concrète, le joule, c'est quoi? C'est l'énergie requise pour élever de 1 mètre une pomme qui pèse 100 grammes. Ça, c'est le joule. Les 1000 joules, j'ai donné un titre d'exemple, c'est la quantité de chaleur dégagée Q en 10 secondes par une personne au repos. Là, ça sont des définitions, si vous voulez, concrètes. Voilà. Donc, la thermodynamique est basée, bon, pour comprendre, elle est basée sur les grandeurs, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont des grandeurs macroscopiques. Et j'ai mis ici, dans cette diapositive, la température, la pression et le volume, mais aussi l'énergie. Donc, mettez ces 5 termes en réalité, plus la composition chimique. Ça vous donne 5 grandeurs thermodynamiques. Regardons la composition, je veux dire la concentration. Donc, on parle beaucoup dans la thermodynamique de nombre de moles, si vous voulez, de la température T, de la pression P, de volume V et de l'énergie. Et après, on va donner quels sont les différents types énergétiques parce que ce qui nous intéresse, c'est l'énergie en fin de compte. Parce qu'à partir de l'énergie transférée, on peut comprendre la nature de notre évolution chimique. Voilà. Donc, je reviens à dire que ces données-là, ce sont des grandeurs thermodynamiques. Ce sont des facteurs thermodynamiques. Ils peuvent être des fonctions d'état. Regardons cette nouvelle définition. C'est bien terme, le nouveau terme, fonction d'état. Donc, parmi ces grandeurs-là, on peut définir une fonction d'état. C'est quoi une fonction d'état? C'est une grandeur. C'est une donnée thermodynamique. Cette donnée-là, pourquoi elle s'appelle une fonction d'état? Parce que lors de l'échange, lors de la transformation, cette grandeur-là ne dépend pas du chemin suivi durant cette transformation. Donc, je vous donne après des exemples. Donc, regardons comment j'ai mis la définition. Donc, si on va comprendre c'est quoi une fonction d'état, c'est une grandeur thermodynamique qui, durant la transformation, cette grandeur ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire, si je prends plusieurs chemins, la fonction d'état reste inchangeable. Quel que soit, bon, j'ai dit quel que soit le chemin suivi. Bon, j'ai mis ici, quand l'état d'un système change, ça veut dire quoi? Durant une transformation. La valeur de changement pour toute fonction d'état, regardons toute fonction de temps, c'est-à-dire parmi ces grandeurs-là, le plus important que quoi? Que cette fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Peu importe. Là, bien sûr,
je vous donne un exemple. Prenons, bon, c'est un exemple très simple, mais ça vous donne c'est quoi la définition d'une fonction d'état. Je prends par exemple une transformation d'un gaz. Ce gaz-là, il possède avant la transformation un état qui s'appelle un état initial qui est déterminé par des grandeurs thermodynamiques. Quelles sont ces grandeurs-là? Il est caractérisé par un volume qui égale 1 litre, avec une pression qui égale 2 atmosphères et à valeur de température qui égale 300 Kelvin. Bon, ça, ce sont des grandeurs thermodynamiques qui caractérisent l'état de ce gaz avant la transformation. Est-ce que vous avez compris? Bon, ça, c'est l'état initial. On va réaliser une transformation pour arriver à un état final. Regardons l'état final. Justement, dans la thermodynamique, il faut spécifier qu'il y a un état initial, on va l'appeler état 1, l'état final, état F ou bien l'état 2. Là, il faut, dans la thermodynamique, il faut définir ces grandeurs-là. Donc, les grandeurs qui caractérisent l'état initial et l'état final. Et à partir de ces grandeurs-là, on va déterminer ensuite, et c'est le plus important, l'énergie transférée. Voilà. Donc, l'état final de ce gaz, après cette transformation, il se trouve avec un volume que je cherche sa valeur. Regarde, la question que je pose maintenant, quel est le volume de ce gaz? Lorsque son état final se trouve avec une pression, une atmosphère et la même température initiale, 300 Kelvin. Donc là, j'ai spécifié l'état final du système. Donc, le système se trouve, c'est-à-dire le gaz. Alors, lorsque je parle de système, je vise le gaz. Le gaz se trouve avec une pression de 1 atmosphère et avec une température de 300 Kelvin. Je vous pose la question, quel est son volume final? Bon, tout de suite, vous allez me répondre quel est le volume final. Et vous allez me dire que le volume final de ce gaz est calculé à partir de l'expression qu'on connaît tout le monde, c'est l'expression des gaz parfaits. PV égale MRT. Vous allez me dire que P1, V1 égale nRT1, P de V2 égale nRT2, et comme T1 égale à T2 dans ces conditions de transformation, eh bien, la loi correspondante, c'est P1V1 égale à P de V2 qui est dite la loi de Boyle. Et là, vous tirez tout de suite le volume final. Vous allez trouver un volume qui est égal à 2 litres. Donc, regardons comment j'ai mis l'expression. J'ai mis que le volume final doit être, regardons le mot doit être. Doit être, ça veut dire quoi? Que le système doit être obligatoirement, ou bien le volume doit être dans n'importe quel cas égal à 2 litres, quelle que soit la transformation faite sur ce système-là. C'est-à-dire, là, vous avez un gaz qui possède 1 litre et puis il passe un volume de 2 litres, donc il y a une dilatation. Cette dilatation va ramener le gaz à un volume qui égale obligatoirement, regardons obligatoirement, c'est 2 litres. C'est-à-dire, c'est quoi obligatoirement? C'est-à-dire, je ne cherche pas le chemin suivi durant cette dilatation. Je vois uniquement l'état final et l'état initial, parce que l'état initial et l'état final sont imposés par l'équation de Boyle. Bon, P1V1 égale à P de V2. Et donc, on dit que le volume est une grandeur thermodynamique, est une fonction d'état. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou non. Mettez dans les commentaires, est-ce que vous avez compris ou bien je refais. Donc, la fonction d'état, c'est quoi? C'est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Je trouve la grandeur, elle est, si vous voulez, maintenue constante, quelle que soit la transformation faite sur ce système. Si une telle grandeur respecte ces conditions-là, on dit que cette grandeur est une fonction d'état. Voilà. Donc, la fonction d'état est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi.
elle dépend uniquement des états initiaux et des états finaux. De même, pour la température aussi est une fonction d'état. La pression est une fonction d'état. Et l'énergie justement, parce que le but, c'est quoi? C'est d'arriver à une chose qui est très importante. Que pourquoi on met une fonction d'état? C'est pour dire que durant une transformation chimique, on peut calculer ce qu'on appelle la différence. Et ça, c'est le plus important. Si je pose la question tout de suite sur le même exemple, quelle est la différence de volume effectuée durant cette transformation? Vous allez me répondre tout de suite que le volume égale delta V égale à V2 final moins V1 initial. Et vous allez me dire que V2 égale 2 moins 1 égale 1 litre. Delta V. Regardons delta V en maths, vous connaissez très bien qu'on peut utiliser les différences entre un état final et un état initial comme delta, le rectangle delta, et c'est justement la thermodynamique, c'est l'importance, c'est de dire qu'une différence énergétique après égale la différence entre un état final et un état initial. Regardons, delta V. Pourquoi j'ai mis delta? Parce qu'en maths, comme j'ai dit, on peut utiliser les dérivés partiels D. Et on peut utiliser les delta, les petits delta. Pour les D, les petits D, généralement, pour voir le changement, il fallait mettre l'intégrale. Or, ici, on met uniquement la différence entre un état final et un état initial. Donc, on va dire delta. Parce que pourquoi delta? Pourquoi on n'est pas D? Pourquoi je n'ai pas mis D, le petit D? C'est parce que le volume est une fonction d'état. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend uniquement de l'état final. L'état final, VF, donc égale 2, moins V initial égale à 1. Donc 2 moins 1 égale à 1. De même, je peux mettre delta T égale à T, grand T final moins grand T initial. De même, je peux mettre delta P, P final moins P initial, et je peux mettre delta O, et c'est le plus important, et c'est le but dont je cherche. Donc, le but dont je cherche est d'arriver à l'énergie calculée, ou bien l'énergie transférée durant une réaction chimique, elle peut être exprimée par le delta, et non pas par D. Pourquoi? Parce que les énergies qu'on verra, ce sont des fonctions d'état. Shafiq a levé sa main. Bon, Shafiq, s'il vous plaît, tu mets ta question dans la partie commentaire. Bon, Shafiq, il a dit P1VA égale à P2V2 entre V2 égale à 1 litre. Non, c'est une dilatation ici. Shafiq, c'est une dilatation. Donc, le volume doit être augmenté, non? Parce que c'est une dilatation. Bon, j'ai diminué la pression. Regardons, je reviens à l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Vous avez une pression qui égale 2 atmosphères. Et vous avez la pression finale égale 1 atmosphère. Il y a une diminution de pression. Donc, automatiquement, il y a une dilatation. Si on applique P1V1 égale, je cherche le volume final. Le volume final égale à quoi? Égale à P1. P1 égale à 2. Donc, 2 sur 1 égale à 2 litres. Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est très connu que lors d'une compression, le volume, la pression augmente, le volume diminue, et lors d'une dilatation, le volume augmente et la pression diminue. Ça, c'est clair, non? Shafiq qui m'a écrit le doute. Voilà. Donc, je reviens à vous faciliter les choses, que lorsque vous avez la différence entre un état final et un état initial exprimé par le delta, on dit que la grandeur est une fonction d'état. Bon, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Redouane, qu'est-ce que tu as comme commentaire? Bon.
Je vous donne après la parole à la fin de la séance pour discuter. Donc, je vais essayer de vous minimiser. Attention, la thermodynamique possède des termes qui sont un peu difficiles, donc il faut les comprendre dès maintenant. Donc, je vais essayer de vous passer plus d'informations pour comprendre les cours suivants, parce que ce sont des bases thermodynamiques qui sont très intéressants. Voilà, je reviens et j'insiste sur le mot fonction d'état. Donc, une fonction d'état est une grandeur thermodynamique. Elle peut être un volume, elle peut être une pression, comme elle peut être une énergie. Et nous, on cherche beaucoup plus l'énergie. Malheureusement, que la thermodynamique est basée sur les facteurs, c'est le volume, la pression, la température. Et donc, pour dire que l'énergie est une fonction d'état, j'ai donné un exemple concernant le volume. Comment le volume est une fonction d'état? Parce que ce volume-là ne dépend pas de chemin suivi. Même je prends plusieurs chemins, à la fin, je trouve le volume final, l'état de système se trouve un V final qui est égal à 2 litres. Quel que soit. Pourquoi quel que soit? Parce qu'il y a une loi interne qui contrôle cette dilatation. C'est P1V1 égale à P de V d'eau. Si vous changez le chemin, par exemple, vous prenez un chemin 1, un chemin 2, un chemin 3, et chaque fois, vous faites la dilatation avec plusieurs manières. Mais vous arrivez à la fin que le volume final égale 2 litres. La question qui se pose, est-ce que ce volume V2 dépend du chemin? Non, il dépend uniquement de l'état initial, parce que j'ai appliqué P1V1 égale à P de V2. Le plus important, c'est d'aller à une expression simple qui égale delta, cette différence. Donc, après qu'on avance dans le cours, on peut mettre toujours pour une différence énergétique ce delta-là, et non pas le petit d. Le petit d concerne une grandeur thermodynamique qui dépend du chemin. Je vous donne tout de suite un exemple comme le travail. Je reviens après. Le travail, ce n'est pas une fonction d'état. Le travail dépend du chemin suivi. C'est une forme énergétique, oui, mais elle dépend du chemin suivi. Donc, le but, c'est quoi? C'est de vous dire que si vous voulez confirmer qu'une grandeur est une fonction d'état ou non, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre plusieurs chemins. Un chemin 1, un chemin 2, un chemin 3, etc. Et on verra l'état final du système. Est-ce que lors du changement de chemin, l'état final change? Bon, si l'état final change, eh bien, la grandeur n'est pas une fonction d'état. Mais si l'état final reste le même, eh bien, la grandeur est une fonction d'état. J'ai donné comme exemple le volume, la dilatation de ce gaz. Cette dilatation se fait de l'état initial où le volume a 1 litre. Le gaz se trouve avec un volume final de 2 litres. Regardons le volume ici. Est-ce que logiquement, P1V1, c'est quoi? C'est l'état initial. P de V2, c'est quoi? C'est l'état final. Est-ce que j'ai réfléchi comment j'ai fait la dilatation? Eh bien non, tout de suite. Donc, tant que je n'ai pas cherché le chemin tracé pour y arriver à cet état, eh bien le volume est une fonction d'état. Voilà. Le but de fonction d'état, c'est quoi? Parce que nous, on cherche en fin de compte quoi dans la thermodynamique? On cherche quelle est l'énergie transférée. Eh bien, cette énergie transférée, elle est calculée par une différence. Et cette énergie-là, en thermodynamique, j'ai donné tout de suite ici 3 termes. Delta U, c'est l'énergie interne. Je vais détailler c'est quoi l'énergie interne. Delta H, j'ai spécifié un jour et nous avons discuté cette enthalpie. Je ne sais pas ce que vous vous souvenez ou non. Et j'ai mis que delta H est une chaleur Q. J'ai donné un terme aussi, j'ai mis que delta H peut être négatif et peut être positif. Est-ce que vous vous souvenez de ça? J'espère oui. Et on va rajouter le delta S qui est l'entropie. Donc, si vous arrivez à maîtriser ces 3 énergies, eh bien, la thermodynamique est sauvée. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va essayer de comprendre delta U, l'énergie interne, est changée durant un processus chimique, durant un processus biologique.
On va chercher delta H et on va chercher delta S et je vais vous donner après à la dernière, la quatrième énergie qui s'appelle delta G. Regardons, je n'ai pas mis le D. Ça, c'est le plus important. J'aimerais bien de comprendre ça. Je n'ai pas mis le D pour vous dire que le U, le H et le S sont des fonctions d'état. Elles ne dépendent pas du chemin suivi. Peu importe le chemin tracé par la transformation, le plus important que je calcule une différence. Et ça, c'est le plus important. Je calcule une différence. Et je ne calcule pas, s'il vous plaît, je suis en train d'expliquer, donc ce n'est pas la peine de mettre ces... Je reviens après. Tous ces termes-là seront expliqués après. Ça, ce sont des titres d'exemple. Quelles sont les énergies qu'on va baser sur la thermodynamique? On va baser sur delta U, qui est l'énergie interne, en se basant sur delta H, qui est l'enthalpie, l'entropie et le G. Bon, mettez dans la tête. Bon, j'insiste sur un terme, c'est le terme de fonction d'état. Il fallait comprendre que la fonction d'état, quoi? C'est une grandeur thermodynamique qui ne dépend pas du chemin suivi et à la fin, je peux mettre la différence delta et non pas D. Je ne cherche pas une intégration, je cherche une différence entre un état final et un état initial. Parce qu'à partir de cette différence, je peux calculer l'échange énergétique effectué durant cette transformation et c'est le but qu'on est en train de chercher. Voilà. Pour arriver à ça, la thermodynamique est basée sur deux principes. Il y a le premier principe, je crois que tout le monde connaît, c'est le principe de la conservation de l'énergie. L'énergie est conservable, mais elle se convertit d'un état à un autre état. Mais elle ne peut pas être ni créée ni détruite. Il y a ce qu'on appelle une conservation de l'énergie dans l'univers. Parce que d'après le premier principe, une réaction chimique, par exemple, va vous donner des réactifs. Donc, ça, c'est une... Est-ce que vous m'écoutez? Donc, je reviens à dire que la fonction d'état est une grandeur thermodynamique qui dépend uniquement de l'état initial et de l'état final et non pas de chemin suivi. Voilà. Donc, le premier principe, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Tout ce qui est perdu par le système, il est gagné par le milieu extérieur. De telle sorte que l'énergie de l'univers est stable, est maintenue stable. Ça, c'est l'énoncé du premier principe. Voilà. Donc, l'énergie se transforme d'une forme à une autre, se convertit d'une forme à une autre, mais elle est conservable. C'est-à-dire, si on va résumer tout ça, on va dire que l'énergie de système plus l'énergie de l'univers doit être conservable. Quel est, d'après le premier système, le premier principe de la thermodynamique, parce qu'il y a le deuxième principe, donc on va entamer d'abord le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Et à partir de ce premier principe, on va tirer quelques énergies appliquées pour une transformation chimique et parmi, on trouve le delta H, qui est l'enthalpie. Donc, et l'énergie interne.
Donc, delta U et delta H, ce sont les conséquences de la conservation de l'énergie d'après le premier principe. Donc, pour comprendre le premier principe, le partage s'est arrêté car la fenêtre a été terminée. Donc, voilà, donc revenons au premier principe, revenons à l'énergie interne. Bon, l'énergie interne d'un système, ça c'est le premier type d'un transfert énergétique, c'est l'énergie interne. Donc, pour comprendre ça, j'ai donné une réaction chimique et on va essayer de comprendre quel est le type énergétique présent dans cette réaction. Donc, vous avez l'oxydation de soufre. Donc, ça, c'est une réaction où vous avez le soufre solide, l'oxygène gaz et vous avez le produit final qui est SO2. Donc, je reviens à expliquer que le soufre plus l'oxygène plus SO2, c'est le système. Comprenez donc? Ça, c'est le système. Il y a transfert énergétique d'un état initial à un état final. Donc, je cherche maintenant quelle est cette énergie transférée. D'après le premier système, l'énergie transférée durant ce processus, c'est l'énergie interne qui s'appelle U. C'est quoi l'énergie interne? C'est l'énergie stockée. Regardons, l'énergie stockée dans le soufre plus l'énergie stockée dans l'oxygène. Quelqu'un va me poser la question. Quelle est l'énergie stockée? Bon, je dis c'est l'énergie atomique. Si je prends le soufre solide, c'est les atomes, non? Le soufre solide se trouve avec un système atomique. Ce système atomique présente des liaisons atomiques. Donc, il y a différents types énergétiques, donc de type chimique. Donc, il y a une liaison chimique ici. L'oxygène aussi. L'oxygène présente aussi des liaisons chimiques. Donc, l'énergie stockée dans les réactifs va être convertie, regardons le mot converti, vers une énergie, vers le SO2 à travers une chaleur, parce que la réaction va vous donner une chaleur Q. Donc, regardons, delta U, l'énergie interne égale Q. Regardons le transfert, la conversion. Bon, l'énergie chimique se convertit en énergie calorifique parce qu'on a créé un autre corps qui est le SO2. Donc, le SO2 aussi stocke une énergie chimique. La différence entre l'énergie stockée entre le SO2 et l'énergie stockée entre le soufre et l'oxygène présente ce qu'on appelle l'énergie interne du système. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Vous mettez dans les commentaires est-ce que c'est clair. Donc, l'énergie interne est une différence entre quoi? Entre l'énergie stockée dans les réactifs moins l'énergie stockée dans les produits, les produits moins réactifs. Donc, toujours produits moins réactifs. En calculant cette différence, qui c'est quoi en fin de compte? C'est la chaleur Q dégagée ou bien absorbée. Bon, cette réaction, je crois qu'elle donne une énergie. Donc, Q est négatif dans ce cas-là. Delta U est négatif. En calculant cette différence, on trouve que l'énergie interne, c'est uniquement la chaleur. Donc, il y a ici une chaleur dégagée. Il n'y a pas un travail. Bon, revenons à la définition de l'énergie. C'est une forme de travail ou bien de chaleur. Dans la majorité des réactions chimiques, on vise la chaleur. Donc, dans ce cas-là, je peux mettre delta U égale à Q. Donc, le premier terme énergétique s'exprime la chaleur dégagée ou bien absorbée durant un processus, c'est normalement l'énergie interne. C'est son énergie interne, pas kadékhiliya. Donc, l'énergie interne, c'est quoi? C'est l'énergie des atomes, l'énergie des molécules. C'est une énergie chimique, si vous voulez. La différence, justement, pourquoi j'ai mis maintenant le rectangle delta? C'est pas pourquoi j'ai pas mis des...
Parce que U est une fonction d'état. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Je m'en fiche de la transformation de S plus O2 en NSO2. Je ne cherche pas comment a été faite la transformation. Je ne cherche pas le chemin. Qu'est-ce que je vise? Je vise l'état final. L'état final est un gaz. L'état initial, le soufre solide, le O2 est gaz. Je calcule cette différence. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut calculer cette différence? Oui, expérimentalement, se calcule. Il y en a des appareils qui peuvent calculer facilement cette chaleur dégagée ou bien absorbée. Cette chaleur Q, normalement, on va énoncer après le premier principe que cette chaleur-là, c'est Q. Donc, delta U égale, mettez dans la tête que le premier transfert, c'est lié à l'énergie interne. Ça, c'est le point que je devrais passer. Donc, la différence entre les réactifs et les produits s'appelle l'énergie interne, est une fonction d'état. Tenez ça. Je reviens aux signes utilisés, les conventions utilisées dans la thermodynamique, et j'ai mis ça, je pense, dans le cours des équilibres chimiques, parce que j'ai discuté un jour le delta H. J'ai mis que si cette valeur calculée est positive, c'est que le système a gagné une énergie du milieu externe. C'est-à-dire que le système a cédé une énergie du milieu externe. Le milieu externe a cédé une énergie au système. Donc, on dit que le système a eu une augmentation d'une énergie interne parce que la valeur est positive. Et ce sont des processus endothermiques. En revanche, si delta U est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le système a donné cette fois-ci l'énergie au milieu externe. Et la valeur est négative et la réaction est exothermique. Donc, je crois que vous avez compris maintenant l'origine des signes. Donc, ce sont des origines thermodynamiques. Donc, delta U positif, et ça s'applique pour tous les types énergétiques qu'on voit après. Ça s'applique pour delta H, ça s'applique pour delta G. Donc, ça, ce sont des signes thermodynamiques, conventions. Si l'énergie, la différence de l'énergie interne est positive, donc le système a subi une énergie de milieu externe, on dit que son énergie interne augmente. Et j'ai donné un titre ici, bon, que si on va faire maintenant le premier principe exige que le transfert énergétique doit être maintenu stable, doit être stable. Ça veut dire que si je fais la sommation de l'énergie de système plus l'énergie de milieu externe, je devrais voir un zéro. Ça, c'est le premier principe. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Bon, regardons qu'est-ce que j'ai mis dans l'explication, que l'énergie chimique qui est stockée dans les réactifs, c'est convertie en énergie calorifique, de telle sorte que l'énergie totale de l'univers c'est quoi? C'est le système plus le milieu externe, doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est perdu par le système, il est gagné par le milieu externe. J'espère que vous avez compris ce premier terme énergétique qui est delta U. Maintenant, j'ai pris un titre d'exemple, cette réaction-là, mais on peut généraliser maintenant l'énoncé de premier principe. Bon, nous avons pris un exemple parce que nous, on s'intéresse généralement aux réactions chimiques. Les réactions chimiques, c'est quoi? Ce sont des réactions où le terme énergétique est exprimé par une chaleur. Mais l'énoncé général de premier principe, c'est que cette énergie interne peut prendre Q comme aussi le travail, parce que le travail aussi est un terme énergétique. Delta U est une énergie, Q est une énergie, W est une énergie. Donc, l'énoncé tout de suite de premier système, que l'énergie interne se transforme, ou bien se forme d'une chaleur, ou bien se forme d'un travail, ou bien les deux formes. Je ne sais pas ce que vous avez compris l'énoncé de premier principe. Ça, c'est important. Parce qu'à partir de cette expression, on peut tirer après que si on travaille
à des volumes constants. C'est-à-dire, si on n'a pas un travail, donc W égale à 0. Parce que W, bon, je vais vous expliquer après, que W est dû aux forces mécaniques. C'est-à-dire, là, si vous avez des forces mécaniques, donc il y a généralement une différence, bon, beaucoup plus lorsqu'on parle des gaz, parce que le travail généralement touche les gaz. Cette réaction chimique s'accompagne d'un dégagement gazeux. Et là, je peux parler de volume, de W. Mais dans la majorité des cas, et je vais vous donner après les conséquences, que delta U généralement c'est Q. Baraka pour simplifier les choses. Mais on va respecter l'énoncé de premier principe, que cette énergie-là peut-être se forme d'un travail ou bien se forme d'une chaleur. C'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup plus aux chaleurs. Donc, pour le premier principe, elle est là. L'énergie interne d'un système se transforme lors d'un échange à une chaleur Q, ou bien un W, ou bien les deux ensemble. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. L'énergie se conserve, mais elle se transforme durant une réaction chimique, durant un processus, à une chaleur ou bien un travail. Bon, je vais vous donner maintenant le travail. Dans quel cas on peut discuter le travail? Voilà, toujours dans les signes, Q positif, la réaction endo, négatif et exo. Lorsque le système CB, donc son énergie interne augmente, lorsqu'il donne son énergie diminue. Regardons maintenant ce titre-là qui est travail et chaleur. Voilà, ça, ce sont les conséquences du premier principe. Bon, si on va vous donner une idée sur le travail, j'ai donné toujours, bon, le travail, ça concerne beaucoup plus les gaz. Pour comprendre c'est quoi le travail, voilà, imaginons vous avez un gaz, pratiquement sur le même exemple que j'ai cité tout à l'heure, la dilatation. Bon, quelqu'un m'a dit que je ne comprends pas l'énergie stockée. L'énergie stockée, c'est l'énergie, si vous voulez, atomique, moléculaire, due aux liaisons chimiques. Parce que si vous voulez synthétiser, je reviens à l'exemple précédemment, si vous voulez synthétiser le SO2 tout à l'heure dans la réaction, regardons, si vous voulez synthétiser SO2, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire la rupture de la liaison OO. C'est quoi? Ça, c'est une énergie chimique, non? Ça, c'est l'énergie de liaison. Bon, souvenez bien que nous avons entamé le cours des liaisons chimiques et les énergies dans le chapitre atomistique. Nous avons dit qu'une énergie, la liaison chimique est caractérisée par une longueur et une énergie. Donc, ça, c'est l'énergie stockée. Donc, c'est l'énergie chimique, l'énergie due aux liaisons. Voilà. Revenons maintenant à l'exemple de la dilatation du travail. C'est quoi le travail? Bon, je reprends toujours l'exemple de volume de gaz que je donnais tout à l'heure. Et là, vous avez un gaz qui se dilate. Donc, nous avons une dilatation. Au début, l'état initial, état 1, il est caractérisé par une pression. Donc, un gaz, comme j'ai mentionné, caractérisé par une pression interne. Là, en mauve, j'ai mis ça. Le terressa présente un petit piston qui n'a pas de masse. Si on lève ce piston-là, le gaz se dilate. Regardons cette distance-là de dilatation, qui s'appelle une distance dL. Le passage de l'état de ce gaz d'un état initial à un état final, regardons le volume, c'est augmenté, ça c'est clair, parce qu'il y a une dilatation par le volume dL. Donc, vous avez deux phénomène de dilatation, et si je reviens de l'autre sens, c'est la compression. L'imtidad ou الضغط. Donc, nous, on va essayer de comprendre l'énergie dégagée durant ce processus. Donc, tant qu'il y a une dilatation, d'après la définition de travail, égale force fois la distance. Maintenant, le gaz, ce gaz-là, qu'est-ce qu'il possède? Il possède une pression interne et une pression externe. La pression externe, c'est la pression due à l'atmosphère. Donc, il y a une force qui est dite la force de pression, parce que si on va définir le travail égale force fois la distance. La distance, elle est là. Vous avez la petite distance dL. Mais la force, quand on parle ici, c'est quoi? C'est la force des pressions externes. Parce que ce gaz-là,
il y a une différence de pression, pression interne et pression externe. Donc, il y a une force due aux pressions. Cette force-là, c'est quoi? C'est la pression externe fois la surface. Parce que le قوة واش تساوي الضغط في المساحة. Donc, là, vous avez une force qui est due à la différence des pressions internes et externes. Donc, la pression externe exerce une force sur ce gaz-là. Effectivement, si on va calculer cette force-là, égale la pression externe fois la surface. Pourquoi maintenant j'ai mis D? Regardons justement, c'est pour revenir à la fonction d'état. Ici, je n'ai pas mis delta W, parce qu'en fin de compte, W, ce n'est pas une fonction d'état. Pour calculer W, il faut voir toutes ces étapes-là qui sont des étapes infiniment petites. Regardons, j'ai mis D de L. Donc, à chaque fois que j'ai mis une pression, donc je pousse la distance avec une petite D de L. Donc, si je veux calculer maintenant W dépend du chemin cette fois-ci suivie. Donc, il faut balayer le travail de l'état initial vers l'état final. État 1, état 2, et je dois prendre les bornes de l'intégration. Pourquoi j'ai mis cette dérivée D et non pas delta? Parce que W, ce n'est pas une fonction d'état, attention. W, si l'on compare avec delta U, ou bien on compare avec le volume, bien on compare avec la température, ou bien avec la pression, W dépend du chemin suivi, c'est-à-dire l'état du système change si vous changez le chemin suivi. Ça, c'est le plus important. Donc, en changeant le chemin, le travail changera. Et donc, le W, ce n'est pas une fonction d'état. Et W, je devrais balayer. Donc, je devrais mettre l'intégration. L'intégration, bien sûr, avec les dérivés. Donc, j'ai mis dWF fois D de L. F, la force exercée par la pression externe, égale la pression externe fois la surface fois D de L. La surface fois D de L, ce n'est pas le volume. Eh bien, c'est le volume. Donc, dW égale pression externe, c'est la pression atmosphérique normalement, fois dV. dV, c'est le volume de gaz. Donc, le travail cette fois-ci, c'est un travail mécanique, parce qu'il n'y a pas ici une chaleur, il y a quelque chose de mécanique, aux forces, c'est les forces de pression. Donc, en se dilatant, voilà, bon, si je vous expliquer le phénomène, le gaz pousse le piston contre la pression atmosphérique P, qui s'y opposée, certainement. La pression, elle est dans le sens opposé de la pression interne. Donc, automatiquement, le gaz se dilate et se trouve dans l'état initial d'Edo avec notre pression interne que nous avons calculée tout à l'heure à partir de la loi de Boyle, P1V égale à P de V2. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai mis dW en valeur absolue? Parce que tant que W est un travail, donc est une énergie. Donc, on doit donner aussi le signe, positif ou négatif. Si le gaz va donner, bon, comme ici, le gaz va donner un travail au milieu externe. Donc, ça veut dire quoi? Que le volume, son volume va être augmenté. Donc, si on va calculer par le travail final, voilà. Donc, on va dire que ici, j'ai mis le négatif, W. J'enlève la valeur absolue et je spécifie les conventions. La convention, c'est quoi? Si le système, le W est négatif, donc le système a donné un travail au milieu externe, et pour qu'il soit négatif, je devrais jouer sur le signe négatif ici. Donc, parce que vous avez ici une dilatation. Donc, delta V égale à quoi? Elle est positive. Elle est positive. Parce que V2, c'est supérieur à V1. Regarde, j'ai mis delta V positive. Donc, et comme le gaz a effectué un travail au milieu externe, d'après la convention de la thermodynamique, W doit être négatif. Donc, je dois mentionner les signes négatifs. Donc, généralement, W égale moins P delta V. Si vous avez une dilatation, le travail est négatif.
Si vous avez une compression, le delta V est positif. Et à ce moment-là, delta W est positif. Donc, à ce moment-là, le système, le travail possède une valeur positive. Et donc, on va dire que le système a subi un travail vers le milieu externe. Donc, lors d'une dilatation, je refais, lors de la dilatation, le travail est négatif. Le système a donné un travail au milieu externe parce qu'il y a une dilatation. Temeddud, ce qui fait le système a fourni un travail au milieu externe. Si vous avez une compression, c'est l'inverse. Delta V doit être négatif. Donc, pour corriger que le travail doit être positif, je devrais mettre le signe négatif. Donc, en général, vous mettez W égale moins P delta V pour éliminer le doute. Donc, mettez W égale moins P delta V. Si vous avez une dilatation, à ce moment-là, le travail est négatif. Si vous avez une compression, le travail est positif. Et c'est tout à fait logique parce que lorsqu'on fait une compression d'un gaz, ce qui fait le gaz va être dans un état instable. Dans un état instable indique quoi? Indique que son énergie interne est élevée. C'est tout à fait logique. Pour vous faire comprendre, j'ai donné cet exemple. Bon, toujours dans la dilatation du gaz ou la compression. Regardons ici ce petit exemple. Le travail effectué quand un gaz donné est comprimé. Regardons, on va faire une compression, c'est-à-dire on va faire la réaction inverse. Regarde, je vais compresser un gaz. Lors de cette compression, il y a un travail. J'ai mis la valeur positive. La valeur positive parce que, regardons, moins pi delta V. Donc, moins delta V négatif. Donc, ça fait que le signe négatif, donc c'est positif. Donc, vous aurez un travail 462 joules pour expliquer pourquoi cette valeur est positive. Durant ce processus, il y a un transfert de 128 joules de chaleur, c'est-à-dire lors de cette compression, le système, ce gaz-là, a gagné une chaleur vers le milieu extérieur. Il a un transfert, il a donné. Il y a un transfert énergétique de 128 joules. 128 joules, c'est quoi? Chaleur, donc c'est Q. Donc, on va faire une compression de gaz. Le système va donner une chaleur, Q, transfert, vers le milieu. Ça veut dire que cette valeur-là doit être négative. Donc, Q égale moins lors de l'application numérique. Je devrais prendre le signe en considération. Donc, il y a compression, il y a dégagement de chaleur. Maintenant, je fais compression de ce gaz, le milieu extérieur va gagner une chaleur à partir de cette transformation. Donc, cette chaleur-là, elle est donnée, elle est de l'ordre de 128. La question, calculer la variation d'énergie interne de ce processus. Donc, ce gaz-là, on va résumer, ce gaz-là, CB une compression, il y a un échange énergétique de 128 joules. Calculer l'énergie interne de ce système. L'énergie interne égale à quoi? Égale Q plus W, d'après le premier principe. Transfert de 128 joules, donc moins, parce que le système a donné l'énergie au milieu externe, plus le travail effectué. Tant qu'il y a une compression, le travail est positif, 462 joules. Voilà. Si on va faire la sommation, on trouve que l'échange énergétique qui est delta U égale 334 joules. 334 joules, attention, c'est une valeur positive. Ce qui fait que votre système a finalement gagné une énergie, bien échange énergétique de l'ordre de 334. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou bien vous mettez ça dans la partie commentaire si vous avez des doutes. Voilà, ça, c'est concernant l'énergie et
l'énergie interne et le travail. Voilà. Donc, à chaque fois, j'essaierai de vous faire un petit résumé parce que il y a plusieurs notions. Donc, mettez dans la tête que durant une transformation chimique, nous avons une variation de l'énergie interne de votre système. L'énergie interne de votre système égale Q plus W. Donc, si cette énergie-là est positive, donc le système a absorbé une quantité de l'énergie. Si elle est négative, le système a donné une énergie. Revenons au travail. Le travail, c'est une énergie due aux forces, généralement on trouve pour les gaz. Bon, si on va baser sur cette idée-là, on va faire maintenant une simplicité, des équations qui vont simplifier cette expression-là. Quelles sont les conséquences de cette expression? La conséquence la plus importante, et ça concerne les réactions chimiques, c'est l'enthalpie. L'origine de l'enthalpie, c'est quoi? Généralement, les réactions chimiques, on peut travailler dans des volumes constants, c'est-à-dire durant la transformation, il n'y a pas de changement de volume, comme j'ai spécifié tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas un changement de volume, on dit que la transformation est isochore. Isochore, il y en aura un delta V égal à 0, parce qu'il n'y a pas un changement de volume. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas un changement de volume, donc W égale à 0. Si W égale à 0, l'énergie interne s'exprime par quoi? Par une chaleur qui s'appelle QV. Donc, lorsque vous trouvez la forme QV, cette forme-là, c'est une transformation chimique qui se déroule à volume constant. Bon, des fois, les réactions chimiques ne se déroulent pas à des volumes constants. Il y a généralement une pression constante. La majorité des réactions chimiques, on les travaille à des pressions atmosphériques. Donc, on réalise un processus à des pressions constantes. 1 atmosphère généralement. Lorsqu'on travaille à des pressions constantes, il y a toujours un dégagement de chaleur. Ce dégagement-là, qu'on va le nommer QP. Là, j'ai mis QV. Cette fois-ci, si on travaille à des pressions constantes, on va mettre QP. Et on va noter QP, la chaleur dégagée à pression constante, et l'enthalpie. Vous voyez la relation entre l'enthalpie et l'énergie interne? Donc, l'enthalpie H, ce qui s'appelle H, on change uniquement les indices. L'enthalpie H, c'est quoi? C'est l'énergie interne, c'est la chaleur dégagée durant un processus où la pression est constante. Lorsque la pression est constante, on appelle cette transformation isobare. Voilà. La diapositive va vous expliquer cette notion-là. L'enthalpie est une fonction d'état. Regardons aussi, on revient toujours au terme fonction d'état. On peut mettre delta H et non pas D de H. Delta H égale à quoi? C'est l'énergie transférée qui est l'énergie interne, en fin de compte, de système lorsqu'on travaille à des pressions constantes. Si on travaille à des pressions constantes, on peut voir un changement parce que volume peut-être, comme il y a des réactions chimiques qui s'accompagnent des dégagements gazeux. Des fois, on ne néglige pas le delta V. Donc, delta U égale à QP plus W, W égale moins P delta V, et j'ai mis Q par delta H. Donc, si on va sortir delta H de cette expression-là, on aura delta H égale delta U plus P delta V. Voilà. Cette nouvelle fonction qui égale l'énergie interne plus un petit changement dû au volume P delta V s'appelle une enthalpie.
Donc, si vous voulez déterminer c'est quoi une enthalpie, tout de suite, vous allez me dire c'est la chaleur dégagée durant un processus chimique lorsqu'on travaille à des pressions constantes. Et je vous simplifie encore l'expression que généralement, P delta V, bon, j'ai dit dans la majorité des cas, c'est égal à 0. Donc, delta H, c'est l'énergie interne, tout court. Ça, c'est pour vous donner des simples définitions pour la thermodynamique. Le plus important que cette chaleur-là, qui est delta H, elle peut être aussi positive, négative. Et ça, nous avons entamé avant. Toujours, on revient au terme endothermique et exothermique. Et le plus important que cette chaleur-là, qui est une énergie exprimée en kilojoules par mol, elle est liée aussi à une différence de température. Attention, température, c'est un terme, et QP, c'est un autre terme. T, c'est la température, Q, c'est l'énergie, c'est la chaleur. Il y a un lien, certes, entre la chaleur dégagée et la différence de température. Je travaille à des températures où vous pouvez calculer la différence, et bien, je peux calculer cette valeur. Quelqu'un me dit comment je peux calculer le transfert énergétique durant un processus chimique. Il faut connaître CP. Regardons cette CP-là. C'est une grandeur aussi qui s'appelle la capacité thermique. La capacité thermique d'un corps اللي هي en arabe vous voulez dire الساعة الحرارية. الساعة الحرارية. وش معناتها الساعة الحرارية؟ إنه tout corps stocke une chaleur qui est liée et qui est propre. C'est une valeur intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire elle est liée au corps. C'est comme vous dites, par exemple, pour élever la température de l'eau de 1 degré, il fallait donner 4,18 calories. Donc, 4,18 calories, c'est quoi? C'est la capacité de l'eau. Bon, la détermination de capacité, c'est quoi? C'est la chaleur stockée pour un corps. Comment je peux la calculer? C'est de faire élever sa température de 1 degré. Donc, faire élever la température d'un corps de 1 degré va vous donner sa capacité molaire ou bien massique. Molaire, si on va dessiner par mol, massique, c'est par rapport à sa masse. السعة الحرارية, c'est la capacité de chaleur stockée pour un corps. Bon, ce sont des données thermodynamiques. Pour tout corps, il possède une capacité qui le caractérise, qui s'appelle une capacité intrinsèque. Bon, ça, ce sont des valeurs tabulées. Durant les exercices. Donc, tenez dans la tête que chaque corps, molécule, matériau possède une capacité. Les métaux possèdent une capacité, les gaz possèdent des capacités, les liquides possèdent des capacités qui sont calculées. Comment? C'est la chaleur nécessaire pour augmenter leur température de 1 degré. Voilà. Bon, ce sont les capacités calorifiques. Heureusement que les chaleurs dégagées durant un processus ont une relation avec cette capacité calorifique à travers delta T. L'expression très simple, QP égale N, c'est le nombre de moles, CP, c'est la capacité calorifique, delta T, c'est la différence de température entre l'état final et l'état initial. Revenons à l'enthalpie. Regardons que le terme enthalpie égale à quoi? Égale à U. L'énergie interne est une fonction d'état. La pression est une fonction d'état. V est une fonction d'état. Et donc, le delta H est une fonction d'état. Donc, la sommation de trois fonctions d'état vous donne une autre fonction d'état qui s'appelle l'enthalpie. On va simplifier plus, comme j'ai déjà dit, que si vous travaillez à des volumes constants, l'enthalpie uniquement c'est l'énergie interne. Si vous avez une petite différence de volume,
Voilà, je suis en train de lire les commentaires. Bon, quelqu'un me dit, est-ce que vous pouvez reprendre la définition de l'enthalpie? Bon, l'enthalpie, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie échangée chez l'énergie interne. J'essaie à chaque fois de vous simplifier parce que la thermodynamique, il y a beaucoup de notions. Il y a beaucoup de notions chimiques. Et là, je suis en train de vous faire, parce que vous êtes des pharmaciens, ce qui est important, c'est de maîtriser un processus chimique, un processus biologique. Donc, on peut préciser la chaleur dégagée durant un processus par le delta H. Voilà. Donc, delta H, c'est quoi? C'est une chaleur dégagée à une pression constante. C'est uniquement l'énergie interne du système. C'est la rupture et la formation de nouvelles liaisons chimiques. شوف نحاول نقرب لك le max possible l'idée. Vous faites la rupture de liaison chimique. C'est l'énergie interne. Vous faites la création de nouvelles liaisons. C'est l'énergie interne toujours. Cette différence-là, c'est le delta H. Plus que ça, je pense que c'est le terme le plus proche. C'est de dire qu'une delta H, une variation d'enthalpie, c'est quoi? En fin de compte, c'est une énergie interne qui se transforme à une pression constante. Je reviens à une rectification de cette delta H. Chauffe delta H égale delta U, delta, regardons, delta en rouge égale delta U plus PV. Delta U plus delta NRT. Je considère que les gaz, lors d'un changement, sont considérés comme des gaz parfaits. Donc, on va dire delta NRT. Donc, N est une constante, R est une constante, ce qui va être changé, c'est la température. Donc, on va sortir de la différence NRT. Regardons, RT delta N, c'est le facteur de correction de l'énergie interne. Bon, ça aussi, c'est une expression qui peut être utilisée si vous avez des variations de volume des gaz. Donc, pour rectifier l'énergie interne, vous allez mettre ce terme-là, moins RT delta N. Delta N, c'est quoi? C'est la différence de la stéchiométrie entre les réactifs et les produits. Ou bien entre les produits et les réactifs. Delta N égale le nombre de moles des produits moins le nombre de moles des réactifs. R, c'est la constante des gaz parfaits, qui est égale 8,3. T, c'est la température dont on travaille. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Que je peux rectifier. Et dans le cas majoritaire, delta H, c'est delta U. Mais, s'il y a des dégagements gazeux, là, je peux rectifier que l'énergie interne égale delta H moins quelque chose. C'est quoi moins quelque chose? C'est moins RT delta 1. Voilà. Ça, c'est un petit résumé sur l'enthalpie d'une réaction chimique. Donc, toujours, lorsqu'on étudie une transformation thermodynamique, je devrais connaître quelle est la chaleur dégagée durant ce processus. Bon, cette énergie peut être s'exprimer en enthalpie ou bien en énergie interne. Dans la majorité des cas, l'énergie interne, c'est l'enthalpie. Dans des cas, autres cas, on peut rectifier par le terme delta NRT. Je crois que c'est le résumé de tout ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Je vous donne maintenant des applications, parce que c'est le plus important de connaître quelles sont les applications de l'enthalpie en chimie. Bon, dans un processus chimique. On parle généralement, bon, j'ai préféré, bien, j'ai utilisé quelques applications qui sont très utilisées et vous pouvez aussi les voir dans les transformations chimiques. Des fois, lorsqu'on écrit une réaction, on écrit l'état de système. Comme j'ai donné tout à l'heure, soufre à l'état solide, plus O2 à l'état gaz. Il va vous donner SO2 à l'état gaz. Regardons dans ce cas-là, il faut mettre l'état de votre réactif, bien de votre produit. Parce que si vous changez l'état, il y a un changement énergétique. Donc, la thermodynamique, elle étudie toutes les transformations, même pour le même corps. Le même corps, il peut être converti d'un état solide à un état liquide, ou bien d'un état liquide à un état gaz. Donc, on trouve ce qu'on appelle les changements d'état. Donc, la matière peut être à l'état solide, peut être à l'état liquide, peut être à l'état gaz. Maintenant, si je fais une transformation
d'un état solide à un état liquide. Donc, certainement, c'est une transformation énergétique qui s'appelle en chimie une fusion. Mais durant cette transformation-là, il y a un échange énergétique se forme, si je travaille bien sur l'autre, parce que lorsque je discute l'enthalpie, ce qui fait les pressions sont constantes. Donc, quelle est la chaleur dégagée lors de la fusion d'un corps? Donc, certainement, c'est son delta H. Le delta H égale à quoi? On va l'appeler delta H, c'est la chaleur de changement d'état. J'ai mes H liquide moins H solide. Donc, c'est l'état final et l'état initial. L'état final, c'est quoi? C'est un état liquide. L'état initial, c'est un état solide. Cette différence-là va vous donner delta H, la chaleur transférée durant ce processus. Dans certains bouquins, le nom, c'est delta H, la chaleur latente. Bon, prenez ces termes-là. Ou bien, c'est l'enthalpie de changement d'état. On appelle ça delta H fusion. C'est quoi? Lorsque vous trouverez cette notion-là, delta H fuse, c'est la chaleur latente. C'est le passage, c'est le changement d'état d'un corps. Il passe, par exemple, ici, d'un état solide à un état liquide. Donc, il y a un dégagement de chaleur ou bien absorption de chaleur. Vaporisation, même chose. C'est le passage d'un état gaz à un état liquide. Delta H, elle s'appelle quoi? C'est la chaleur latente de vaporisation. Comment on la calcule? Bien sûr, ça se calcule expérimentalement. Mais c'est quoi en fin de compte? C'est la différence de l'état final et un état initial parce que delta H est une fonction d'état. H gaz moins H liquide. Sublimation, c'est le passage d'un corps d'un état solide directement à un état gaz. Donc, on appelle ce changement la chaleur latente de la sublimation. Bon, j'ai donné ici un titre d'exemple, l'H2O. L'H2O, c'est une matière chimique qu'on peut voir différentes chaleurs latentes. Bon, si vous voulez fusionner une mole d'H2O à 273 Kelvin, parce que les températures, attention, les unités utilisées sont les Kelvin, ce n'est pas les degrés. Donc, si on va faire fusionner une mole d'H2O à 25 degrés, le système absorbe, regardons, absorbe parce que positif, 6 kJ. هنا درجة الذوبان si vous voulez. هنا حرارة الذوبان. Donc, وش معناتها هنا؟ معناتها pour fusionner باش تذوب une mole d'H2O قداه لازم لو سيستم المول هذا قداه يحتاج من حرارة؟ يحتاج 6 كيلو جول. Donc هنا l'H2O une mole absorbe 6 kJ منين؟ du milieu externe. Donc, cette chaleur-là s'appelle la chaleur latente de fusion. Même chose, si vous voulez faire une vaporisation de l'eau, une mole de l'eau nécessite 40,7 kJ pour être à l'état de vapeur à 100 degrés. Je travaille à 100 degrés parce que l'eau s'évapore à 100 degrés. Mais combien la nécessité de chaleur? Il nécessite 40,7 kJ pour le faire évaporer. Même chose pour la sublimation. Pour passer une mole de l'eau d'un état solide à un état gaz, il fallait absorber combien à 100 degrés? 46,7 kJ. Voilà, ça c'est un exemple qu'on utilise souvent dans les réactions chimiques qui caractérisent le transfert de changement d'état d'un système. Voilà. Maintenant, le plus important, et ça ce qu'on aura besoin nous en chimie, c'est de connaître ces termes-là. Je pense que j'ai donné ça une fois dans les équilibres en général. J'ai mis que Q peut être s'exprimer par le delta H0. Ça, c'est le delta H0. Bon, toujours, c'est une enthalpie. Mais pourquoi le 0? Le 0 indique quelque chose qui s'appelle standard. Le mot standard, ce sont les conditions thermodynamiques qui sont la température, 25 degrés, et la pression, c'est la pression atmosphérique, une atmosphère. Si je travaille dans ces conditions-là, je rajoute delta H0, cet indice-là. C'est comme, par exemple, le K. Le Ka, par exemple, si on revient aux acides de base, nous avons dit que la constante d'acidité Ka se calcule dans les conditions standards et vous avez le Ka, pKa.
Et j'ai dit un jour que le pKa se réfère à des conditions standards. Ce sont les conditions thermodynamiques. Voilà. Donc, ils sont 25 degrés et une atmosphère. La question qui se pose maintenant, si je vous donne une réaction chimique. Une réaction chimique qui se déroule à 25 degrés et une atmosphère. Et je vous donne une question, comment calculons delta H0 de cette réaction? Comment vous allez me répondre? Vous allez me dire certainement que delta H0 égale à quoi? Égale l'état final moins l'état initial. Regardons cet exemple-là. A plus B nous donne une substance. C'est une transformation. Bon, la question, quel est delta H0? J'ai mis ici R de cette réaction. Bon, la question qui se pose, comment peut-on calculer cet échange énergétique durant cette transformation? S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez bien? Parce que je suis en train de parler sans faire attention si le son est bon, la connexion. Vous mettez dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez bien? S'il vous plaît. Oui, 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 très bien, très bien. Ok, donc je peux continuer parce que tellement il y a des choses à dire. Je vais répondre à toutes ces questions-là après. Donc, je ne sais pas si on va rajouter combien on a fait de temps. Bon, pratiquement 1 heure. Non, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Bon, je ne sais pas si on va... Bon, je continue ce point-là et après, je vous donne la parole. Je vais répondre à vos questions si c'est possible. Bon. Le plus important, c'est de répondre à la question suivante. Si je vous donne une réaction chimique et je vous demande de calculer delta HR réaction. 0. Bien sûr, c'est l'échange énergétique durant cette transformation. Vous allez me dire, tant que delta H est une fonction d'état, et donc égal delta H des substances moins delta H des réactif. Et ça, c'est bien. Mais le problème, que cette substance-là, ou bien ce réactif, il possède aussi une chaleur de sa formation. Donc, on parle de delta H de formation. Vous voyez comment je vais faire le lien? Donc, il y a delta H de la réaction, il y a delta H de formation de différents réactifs et de différents produits. Par exemple, H2O. H2O, il peut être un réactif comme il peut être un produit. Donc, je peux synthétiser cette molécule-là. Et donc, cette molécule-là possède ce qu'on appelle delta H de formation d'H2O. On peut former H2O. Comment on peut le former? On peut le former à partir de ces atomes constitutifs. Quels sont les atomes constitutifs? Ce sont l'hydrogène et l'oxygène. Donc, H2O peut être synthétisé par H2 à l'état gaz plus O2 à l'état gaz. Donc, la réaction H2 plus O2 va vous donner la molécule H2O. Eh bien, dans les données thermodynamiques, je devrais vous donner quel est delta H de formation d'H2O. Donc, c'est quoi la définition de delta H0 de formation? C'est la chaleur dégagée ou bien absorbée dans la création d'une molécule qui va être après un siège d'une réaction chimique. Et donc, les delta H de formation sont des données thermodynamiques tabulées. Donc, ce sont des données, c'est comme le pKa et ainsi de suite. Donc, quel est le delta H0 de formation d'H2O à l'état liquide? On a une valeur. Quelle est la valeur delta H0 de formation de H2O à l'état gaz? On a une valeur. Donc, si vous entendez le mot F, vous comprenez tout de suite que cette molécule-là peut être synthétisée, mais à partir de ces éléments constitutifs de référence. Voilà, donc ça c'est le mot exact. À partir des atomes, si vous voulez, de référence. Donc, je peux synthétiser n'importe quelle molécule. N'importe quelle molécule.
à partir du tableau périodique, par exemple. L'état de l'atome dans le tableau périodique présente un état de référence. Par exemple, si je prends l'oxygène, quel est l'état de référence de l'oxygène? Vous allez me dire que c'est un gaz. Si je prends l'état de référence de l'hydrogène, vous allez me dire que c'est un gaz. Si je prends l'état de brome, vous allez me dire que le brome se trouve à l'état solide. Donc, c'est son état standard de référence. Donc, là, si je crée, par exemple, n'importe quelle molécule à partir de ces éléments constitutifs de référence, je trouve ce qu'on appelle delta H0 de formation. Voilà. Après, bon, c'est ça, c'est une donnée. Après qu'on connu cette delta H de F, je peux mettre maintenant une réaction chimique. Et cette réaction chimique, je peux calculer cette fois-ci le R. Donc, il y a une différence entre F et le R. Ça, c'est pour la réaction. Ça, c'est pour la formation de la molécule elle-même. Cette molécule-là peut être une molécule créée, substance, ou bien fait partie des réactifs A ou bien B. Donc, j'applique ce qu'on appelle une loi qui est très importante pour calculer cette valeur. Et je crois qu'on va... Voilà, avant de donner la loi générale, là, ce sont des enthalpies de formation de quelques molécules. Regardons par exemple le CO2 gaz. Pour synthétiser le CO2 gaz, qu'est-ce qu'il fallait utiliser? Les éléments dans l'état de référence. Quels sont les états de référence? L'état de référence de carbone, c'est quoi? C'est un solide. L'état de O2, c'est quoi? C'est un gaz. Donc, je mets la réaction. C'est solide plus eau de gaz va vous donner CO2 gaz. Imagine, cette réaction, elle donne un dégagement de chaleur qui est delta H0F de moins 393,5 kJ par mol. Si je prends CO gaz, même chose. Comment je synthétise le CO gaz? À partir de C carbone plus O2 oxygène. Et là, je trouve aussi une valeur tabulée thermodynamique de l'ordre de moins 110. Ce sont des valeurs calculées expérimentalement, mais on peut les calculer, si vous voulez, théoriquement. Même chose pour H2O liquide, même chose pour H2O gaz, même chose pour NH3 gaz, même chose par exemple pour le glucose. Reprends par exemple le glucose, c'est une molécule organique. L'éthanol, c'est une molécule organique. On peut les synthétiser facilement à partir de leurs éléments constitutifs. Par exemple, si je prends le glucose, on peut le synthétiser par le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. La réaction, cette réaction-là qui vous permet de synthétiser le glucose à l'état liquide, il y a un dégagement de 1260 kJ par mol. Donc, ce sont des données thermodynamiques. Maintenant, quand je vous demande un jour pour une réaction chimique, de calculer par exemple son delta H de réaction, vous allez tout de suite demander quels sont les delta H de formation de différents substrats, réactifs et produits. Attention, une chose ici à mettre, que les delta H sont référés par rapport à une mol. Chauffe, madame, dites le cas de la réaction. Regardez cette réaction, va vous donner 2 moles d'H2O. Et bien, delta H de cette réaction ici ne présente pas une mol, elle présente 2 moles. Mais delta H, elle est référée par rapport à une mol. Référée par rapport à une mol. Donc, pour connaître delta H0F, je dois diviser par 2 pour éliminer le nombre de stéchiométrie. Et j'aurai, pour la formation d'H2O à l'état liquide, il fallait, ou bien il y a un dégagement énergétique de l'ordre de moins 285,8 kJ. Voilà. Ça, c'est pour une remarque intéressante. Vous faites la remarque sur la stéchiométrie, attention. Donc, la delta A, c'est référé par rapport à une mol, pas par rapport à 2. C'est pas par rapport à 3, c'est pas par rapport à 1,5. C'est une mol. Ah, kilojoule par mol. Regardons l'unité utilisée. Kilojoule par mol. Voilà. Donc, kilojoule, mol, moins 1. Revenons maintenant pour la réaction. Là, il faut appliquer, tant que H est une fonction d'état, donc, l'énergie dégagée durant une réaction chimique, et ça c'est le plus important pour nous, pour les chimistes,
qu'on peut la calculer par les delta H0 de formation. Donc, égal H, delta H de formation de produit, moins delta H de formation de réactif. N'oubliez pas qu'il fallait multiplier par rapport aux coefficients stéchiométriques. Par exemple, regardons cette réaction, vous avez par exemple l'oxydation de méthane. L'oxydation de méthane va vous donner le CO2 gaz plus 2H2O liquide. Calculez la chaleur dégagée. Vous allez appliquer cette expression-là. Vous allez me dire que delta H de cette réaction égale, théoriquement, on va appliquer ce qu'on appelle loi de S. La loi de S, c'est une loi très simple. On va faire la soustraction de tous les delta H des produits par rapport aux réactifs. Et on aura le dégagement de chaleur ou bien l'absorption de chaleur due à cette transformation. Donc, on applique. Delta H de formation de CO2 égale à combien? J'ai donné dans ce tableau-là, moins 393,5. Le coefficient stéchiométrique est de 1 fois 1. Donc, c'est la valeur maintenue constante. Plus, vous avez 2 molécules d'H2O. Donc, je prends delta H0 de formation de H2O à l'état liquide. À l'état liquide, d'après la valeur, c'est moins 285,8. Mais multiplie fois 2. Regardons, je multiplie fois 2. Bon, ça concerne les produits. Moins, d'après la loi de S. Moins réactif. Réactif combien? Vous avez le CH4 gaz. Voilà. CH4 gaz, sa valeur, elle est de combien? CH4 gaz, regardons, moins 74,9. Moins 74,9. Mais ici, je n'ai pas mis l'oxygène. Bon, quelqu'un va poser la question, pourquoi vous avez éliminé l'oxygène? Parce que l'oxygène, il est dans son état de référence. Par définition, delta H d'un état de référence égale à 0. Mettez ça bien dans la tête. L'oxygène, il est pris dans son état de référence. Il n'y a pas un delta H de formation. Sa valeur est nulle. Je n'ai pas créé l'oxygène. L'oxygène se trouve dans un état gazeux, tableau périodique. H de 0, O de 0, N de 0, F de 0, Cl de gaz 0, brome à l'état solide 0. Donc, le mercure à l'état liquide 0. Donc, je n'ai pas formé ces molécules-là. Ce sont des molécules qui se trouvent dans leur état de référence. Par définition, un état de référence est caractérisé par delta H 0 de formation nulle. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou non. On prend uniquement, si vous voulez, vous éliminez cette, je suis en train de vous éliminer ces remarques-là. Je suis en train d'expliquer et de refaire à chaque fois. Bon, je refais ici. S'il vous plaît, vous éliminez ce qui a écrit ça. Normalement, je dois désactiver ça. Bon, je reviens à dire, regardons à maîtriser ça. Delta H0 de formation de toutes les molécules sont prêts à partir des éléments constitutifs à leur état de référence. L'état de référence est caractérisé par delta H0F égale à 0, comme l'hydrogène à l'état gaz, comme l'oxygène à l'état gaz, comme N2 à l'état gaz, comme le carbone solide. Est-ce que nous avons créé le carbone solide? Non, le carbone se trouve à l'état solide. Donc, son delta H de F égale à 0. Mais je peux créer une autre molécule à partir du carbone solide, qui met le CO2. Je peux le créer par CS plus O2, O2 à l'état de référence, carbone à l'état de référence. Mais il y a une chaleur qui se dégage lors de cette formation. Donc, CO2 gaz se forme à partir de carbone solide plus oxygène solide à partir de leur état de référence. On connaît l'échange, c'est moins 393,5, mais les états de carbone sont solides, O2 c'est gaz, donc on prend leur état de référence est 0. Voilà, ça pratiquement, c'est l'expression la plus importante en chimie, c'est lorsqu'on vous demande de calculer une énergie théoriquement d'une chaleur, une chaleur dégagée durant un processus en connaissant les delta H de formation
de différents composés. La question, ça, c'est une valeur théorique. Est-ce qu'on peut mesurer ça au laboratoire? Oui. Il y a des appareils spécifiques qui mesurent les chaleurs dégagées ou bien absorbées durant un processus, et ce sont les calorimètres. Bon, et la méthode dite calorimétrie. Donc, les calorimétries, c'est quoi? Calorimètre indique calories, indique chaleur. Donc, en se basant sur ces appareils-là, on peut calculer une enthalpie, une chaleur dégagée pour n'importe quelle réaction chimique. Je ne sais pas si on va s'arrêter ici parce que je commence à me... Je crois qu'on va s'arrêter ici. Et tout de suite, je vais vous répondre à vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner sa question en parlant. Si vous avez des questions. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Bon, si vous avez des questions, différence entre HR et HF. Je suis en train d'expliquer la différence. HR, c'est l'enthalpie d'une réaction chimique. HF, c'est l'enthalpie de la création de n'importe quelle molécule. Cette molécule-là peut être siège d'une autre réaction chimique. Donc, nous avons deux termes. Une enthalpie de formation, une enthalpie d'une réaction. Voilà. Il y a aussi des questions. Bon, je vais prendre l'énergie stockée. J'ai déjà expliqué. Si les réactifs produits n'ont pas... Bon, bien sûr, l'unité pour delta H, c'est les kilojoules par mol. Il faut regarder la stéchiométrie de la réaction. S'il s'agit de la création d'une mole de particules, on parle de delta H, par exemple, de formation. Donc, toujours, c'est la référence par rapport à une mole. Madame, transformée en QW, est-ce que deuxième Shafiq, si transformation en QW, est-ce que deuxième? Bon, la loi de la conservation de matière. Bon, c'est très simple. Tout ce qui est perdu par le système, il est gagné par le milieu externe. Et la conservation de matière qui تجمع l'énergie cédée par le système et reçue par le milieu extérieur, la sommation égale à 0. Ça, c'est l'énergie de l'univers. Le premier principe exige que la conservation de l'énergie est maintenue constante. Mais on va voir après que le deuxième principe, cette expression n'est pas juste. L'énergie n'est pas conservée. Il y a une perte énergétique selon le deuxième principe. On verra ça la semaine prochaine. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le premier principe, l'échange, c'est quoi? Il est sous forme de l'énergie interne. C'est quoi l'énergie interne? C'est l'énergie chimique. Parce que nous, on s'intéresse aux réactions chimiques. Ce n'est pas autre chose. L'énergie chimique, elle est caractérisée par des liaisons. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a vibration des atomes, il y a liaison chimique, il y a un réarrangement. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des énergies qui sont stockées durant un processus. Donc, lors de la transformation, il y a une rupture, il y a une formation des autres liaisons. Donc, il y a un échange de l'énergie interne. Voilà, c'est ça le premier principe. Donc, l'énergie interne se forme de quoi? De chaleur ou bien un travail?
Juste expliquer que le travail, généralement, est dû, les gens qui n'ont pas compris, que le travail est dû aux forces externes. Généralement, un travail, c'est quoi? Si en chimie, ça concerne les gaz. Ça concerne les gaz, parce que généralement, les gaz, c'est quoi? Un changement de volume. Lorsque le volume change, il y a un travail qui s'appelle moins pi delta V. Le moins pi delta V, ça vous donne une énergie qui est W. Donc, il ne faut pas la négliger parce que la loi, le premier principe est basé sur Q et un travail. Q, ça, c'est la chaleur qui nous intéresse dans la majorité des cas. Ça. On est en train de dire que delta H est une chaleur dégagée à une pression constante. Mais le travail, des fois, il peut influer sur certaines réactions qui ont un dégagement gazeux. Peut-être on corrige, qui m'a dit comme tout à l'heure, que delta H, peut-être l'expression où il y a quel facteur de correction qui est moins RT delta N. Mais dans la majorité des cas, prenez ça comme conclusion que delta H est نفسه الطاقة الداخلية. Voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant cette question-là. Encore. H égale U plus PV, on peut dire que l'énergie de la réaction dépend de l'énergie interne des molécules et de pression de volume. Non! Lorsqu'on parle de H égale à U plus PV, ça c'est l'expression de l'enthalpie. Ça c'est l'expression générale. Regardons, H égale U plus PV. H égale U plus PV. Mettez ça, c'est pas comme mettez. Bon, on essaye de comprendre ça du point de vue énergétique, que l'enthalpie est une énergie qui est l'énergie interne U plus un facteur de correction. Voilà, c'est ça. PV. PV, on peut le nommer comme un facteur de correction de l'énergie interne pour dire que H est un terme énergétique transféré. C'est la chaleur dégagée qui est en relation directe avec l'énergie interne. C'est vrai que l'énergie interne est une fonction d'état, P est une fonction d'état, V est une fonction d'état, tous les termes sont des fonctions d'état, et automatiquement H est une fonction d'état. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que U égale Q plus W. Attention, Q n'est pas une fonction d'état, W n'est pas une fonction d'état, or l'énergie interne est une fonction d'état. Donc, ما عادش تقول كي نلقى sommation تاع fonction d'état نقولوا fonction d'état. Non, ça c'est faux. Donc, le premier principe est basé sur l'échange énergétique sous forme d'une chaleur ou bien de travail. بصح Q ماهيش fonction d'état. W ماهوش fonction d'état. Mais regardons ça, la sommation est une fonction d'état qui est l'énergie interne. Donc, هنا ما تخلطش les termes. Est-ce que vous pouvez reprendre la définition de l'enthalpie? Ben, l'enthalpie, bon, la question. Vous pouvez refaire les définitions de l'enthalpie. C'est un échange thermique à une pression constante. وش هي الحرارة اللي مدها التفاعل عند ضغط ثابت. On peut dire que 460 est une énergie de l'univers. Non, 462, ce n'est pas l'énergie de l'univers. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure concernant l'exemple de compression de gaz. L'énergie de l'univers égale delta E système plus delta E l'univers, elle est constante. D'après le premier principe, égale à 0. Tout ce qui est perdu par le système, il est gagné par le milieu extérieur. هذا وش يقول le premier principe. تفاعل مد حراره الميليو اكستيريور ا غاني سات شالور. واش معناتها ما كانش تحول حراري اون فان كونت، كاين حفظ في الطاقه. Si delta H est une énergie interne, alors on dit quoi sur la variation de U? Bon, j'ai dit tout à l'heure ça, j'ai refait que delta H يا جماعه delta H هي الطاقه الداخليه tout court. وقلت باللي on a rectifié delta H égale U plus PV. PV هذا يظهر عندما يكون عندك gaz durant une transformation. Vous rectifiez delta U par le terme, vous rectifiez delta H par le terme PV. Delta RT delta N. Ça c'est le facteur de correction. Mais عندهم نفس المعنى كيما دلتا اش كيما الطاقه الداخليه سي لو ميم سونس. encore
Quelqu'un veut parler, hein? Normalement, j'ai donné la parole. Si quelqu'un veut poser une question. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser la question, il peut parler, hein? Sinon, si vous n'avez pas de questions, Shafiq, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Belqasem, on parle de W. On parle de W quand il y a une force mécanique. Comme exemple de ces forces mécaniques. Bon, j'ai dit que le travail dans les réactions chimiques, ça concerne les gaz. Lorsque vous avez un dégagement gazeux, vous avez peut-être une différence de volume. Et si vous avez une différence de volume, vous avez un travail qui égale moins P delta V. Mais comme j'ai dit, généralement, dans la majorité des cas, W égale à 0 parce qu'il n'y a pas le delta V dans les réactions chimiques. Et donc, delta U égale à Q, égale la chaleur. C'est bon, c'est tout ça? Voilà, donc, maintenant que, bon, je peux dire une chose, Burke. Pour être, pour la programmation des sciences, il va aller à partir de la semaine prochaine, parce que normalement, vous avez 2 heures, hein. On va partager 1 heure de cours et 1 heure de TD. Parce que les étudiants cherchent quels sont les chapitres qui vont être inclus dans l'examen. Bon, j'ai parlé ça à votre collègue de délégué que les équilibres en général, justement, parce que les équilibres en général et la thermodynamique sont 2 chapitres qui sont très liés. Un équilibre en général, la suite, c'est la thermodynamique. Donc, il y aura dans l'examen prochain, Inch'Allah, il y aura les équilibres en général, tout ce qui est la constante, tout ce qui est la loi de Le Chatelier, tout ce qui est maintenant thermodynamique et les équilibres acido-basiques. Bon, ça, ce sont les 3 chapitres qui vont être inclus dans l'examen. Donc, on va essayer de partager maintenant le cours avec votre enseignant de TD pour vous faire le TD. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous pouvez me donner une séance pour compléter le cours de la thermodynamique et la séance de jeudi, ce sera pour les exercices. Parce qu'on va baser sur la suite de l'exercice, les exercices des acides de base. On n'a pas encore terminé la série. Donc, votre enseignant de TD va vous faire la suite des exercices acido-basiques. Et moi, je vais vous terminer la séance, le cours de la thermodynamique avec la série des exercices. Attention, essayez de prendre la série parce que j'ai mis ça dans le site. Essayez d'imprimer, essayez de continuer. Bon, on va essayer de mettre le cours avec l'exercice, mais vous faites quand même des efforts pour comprendre tout ça. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas. Oui, Erdouane. ايه Oui. تما نخرج لك اون سيونس وحدها باش تكملي الكور وسيونس وحدها باش ديري التيدي. يظهر لي لو كان نخليو لا سيمين بروشين جودي نديروها تيدي ونعطيوني نوتر سيونس بور كومبليتي الكور. نوتر سيونس في لا سيمين بروشين. اي لا بغيتو.
معليش الا كنا نفكرك سيونس برك تما كاين شوفي دي موديول اخرين حتى حنا نديرو فيهم دي فيزي كونفيرونس وين ما نلقى سيونس فيد راني نقول. هي قولي باش بور كومبليتي لو كور هذا تاع لا تيرمو ولي زيكزارسيس هما زلت عندكم اون سيري تاع تيدي نو تاع لي زاسيدي لي باز. مادام ما بديناش فيهم خلاص لي زاسيدي لي باز. تري بيان دونك نعطيكم لا سيونس هذه تاع جودي ديروا مع الاستاذه باش تكملوا تيدي تاع واحد تاع لي باز تاع لي زاسيدي لي باز ولا نكمل معاكم هذا الكور تاع الترمو ونزيد لكم لي زيكزارسيس تاع الترمو. داكور. اسكو vous avez compris الكور تاع اليوم؟ شوفي مانيش عارفه باسكو ما يا با ترو دو كيستيون. من بعد في كنا عندي ديك تما وين نسقسيهم يعطوني تما واش ما فهموش حاجه اللي جاتهم صعيبه راني نقول انا ما نقدرش نديسكوتيو كلش ما باسكو انا هكا راني جو سي با مانيش عارفه اسكو راكم تتبعونا. Je crois que l'enseignante m'a dit que je vais faire le TD durant la semaine avant le jeudi, l'après-midi et le soir, je ne le ferai pas le jeudi à 8h. Tu les informes. Apparemment, votre enseignante de TD, elle a dit que je ne peux pas faire le TD la semaine prochaine, le jeudi. تما لازم سيونس اخرى. Bon, خلي من بعد je contacte parce que انت ما عنديش النيميرو تليفون تاع كاردوان. Je vais contacter ابتسام pour fixer معاها qu'est-ce qu'on va faire. Mais شوف la semaine prochaine ça sera jeudi de 8 à 10. إذا ما درتش تيدي moi je vais faire le cours. راك فاهم؟ انا نقدر نود لك سيونس اخرى في لا سيمين بروشان. هاني قلت لك اذا كان ما درت لكمش الاستاذه لو تيدي لو جودي انا جو في كونتيني لو كور لو جودي وهي elle va prendre une autre séance durant la semaine pour vous faire le TD. داكور. D'accord. ماشي. اوكي ميرسي رضوان. مدام. ميرسي يا رضوان. مدام. داريا مدام داريا. مدام. شفيق. وي مدام لا سيري الاولى ما كملناهاش. هاني قلت لكم دركا انا كنت نحكي مع رضوان. À partir de la semaine prochaine, peut-être il y aura une deuxième séance. Ok. يكونوا فيها لي تيدي. Les exercices وانا نكمل معكم لو كور. D'accord. انا نكمل بالك معكم jeudi le cours où l'enseignante va vous faire une autre séance تاع le TD pour compléter les exercices. Mais الحاجه اللي ناكد عليها que les équilibres en général و les exercices اللي باز بالترمو راح يكونوا في la deuxième série تاع l'examen. مادام لا سولوبيليتي بريسيبيتاسيون. ما كانش. ما كانش. شوف انايا اذا كفانا الوقت باسكو لا تيرموديناميك هذه ما فيها مازالت حكايات كبار. مشكل. دونك حاولوا نتوما تقراو جو سي با فو باسكو اخي عندكم لو كور اخي فوز افي لو كور. Donc, حاولوا تقراوا parce que ce sont des notions. Moi, les expressions, il n'y a pas beaucoup d'expressions في la thermo, mais beaucoup plus لازم la compréhension. تحتاج الفهم برك. Il y a العلاقات, il n'y a pas beaucoup d'expressions, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Madame. Oui. Bonjour. Bonjour. مدام حبيت نسقسيك حنا عندنا دو سيري برك. باردون. عندنا دو سيري برك. دو سيري تاع ليكزامان. نو تي دي. تي دي نو تي دي احنا واش عندكم لي زاسيدي لي باز وعندكم تيرموديناميك. حنا on va essayer de les faire. D'accord. Madame parce que vous avez uniquement un mois. او عندكم غير شهر. أنا ماذا بيا سي on va compléter le cours هذا je vous donne après ولو كان un cours على l'oxyde de réduction et un cours على cinétique j'aimerais bien c'est pas le cas لا غالب. مدام بيسك حنا الجروب كنا روتار شوية. روتار فاش في تي دي بيسك حنا نفرد اكزرسيس في لي زيكيليبر هكا. Je vais adresser ça à l'enseignante parce que رايحة تحكم لي تي دي donc نقولها تعاود لكم. مدام. Oui. مدام لو جروب 5 ما بديناش فيه تي دي خلاص. تي دي تاع لي زيكيليبر. Oui. خلاص donc je vais annoncer ça à l'enseignante.
Je demandé au délégué de me faire une séance la semaine prochaine pour vous faire le TD. Donc, il y aura 2 séances. وحدة TD وحدة كور. من بعد يعطيني رضوان une séance la semaine prochaine. D'accord? Oui, madame. هذه هي. Madame, j'ai une question. Une question, oui. مادام في لونتالفي كي قلتينا نورمالمون كينخدموا ا دي كونديسيون مثلا يكون لا بريسيون تاعنا كونستانت. Oui. On a dit que le delta H égale U plus P fois V. Oui. C'est ça? Delta H toujours s'y référer à une pression constante. Si la pression n'est pas constante, on ne parle pas du delta H. أي باش نتفاهموا. شوفي la définition de delta H, c'est quoi? Delta H, c'est l'énergie dégagée lors d'une transformation à une pression constante. Oui. Si la pression est constante, Q dégagé اسمها QP. و QP هذيك هي نفسها delta H. Mais delta H هذه إذا عدت ستاندار c'est-à-dire à 25 degrés زيد لها le terme delta H 0. Oui. إذا عدت de formation, je rajoute delta H 0F. وإذا عدت une réaction, je vais mettre delta H 0R. أنا بغيتكم تفهموا la différence entre delta H 0F et delta H de la réaction. Madame, c'est pas l'enthalpie standard. L'enthalpie standard d'une réaction, c'est si l'énergie dégagée à 25 degrés et une atmosphère. هذه يسميوها ستاندار delta H 0. شتي l'indice 0 هذاك c'est quoi? Ce que la chaleur dégagée راهي في des conditions thermodynamiques standards. Quelles sont? T25, pression et atmosphère. Oui. D'accord? Oui. Oui, Shaima. Encore. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va stopper ici.